Et bienvenue dans l'émission politique de France Info. On est ensemble pour une demi-heure, comme tous les matins. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là également avec Guy Birenbaum et notre invitée, présidente du Front National, députée du Pas-de-Calais. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Donc, députée de la Nation, vous avez écouté hier Emmanuel Macron à Versailles. Dans une seconde. Je veux aujourd'hui vous parler du mandat que le peuple nous a donné, des institutions que je veux changer et des principes d'action que j'entends suivre. Il y a le contenu, il y a la prestance, il y a la présence. Quelle impression vous retirez de cette séance à Versailles, Marine Le Pen? Long et gazeux. Gazeux. Gazeux, voilà. Un peu impressionnant ou pas? Long et gazeux, non, pas particulièrement, non. Mais long et décevant. Décevant parce que, à coup de roulement de tambour, on nous avait annoncé une vision et en réalité, on a eu un sermon. Bon. Et rien. Rien de précis. Nous n'en savions pas plus en sortant qu'en entrant, ce qui pose quand même un léger problème, compte tenu, encore une fois, des annonces qui avaient été faites. On a le sentiment qu'Emmanuel Macron est toujours en campagne. C'est-à-dire que ce discours ressemblait fichtrement à ce qu'on a pu entendre pendant la campagne. Je vais proposer, mais ça y est, c'est le moment là. Ça fait près de 60 jours quand même qu'il est élu et on n'a rien vu et on ne voit toujours rien aujourd'hui. On s'approche à grands pas des 100 jours et qu'est-ce qui aura été fait dans ces 100 premiers jours? Rien de clair, ni d'ailleurs à l'intérieur, ni d'ailleurs en matière internationale. Il y a eu pas mal de... Mais après, il y a eu pas mal de séquences internationales. Oui, des séquences, mais quid, monsieur Apathy? Bachar el-Assad ou pas Bachar el-Assad? Qu'est-ce qu'on fait? On fait le bras de fer avec les États-Unis, et il faut bien dire de manière parfois assez humiliante, ou on les invite au 14 juillet? On tient tête à Madame Merkel, ou on se soumet, comme ça a été le cas, au Conseil européen il y a quelques jours? Et pourtant, je ne veux pas exagérer ça, mais il semblerait que précisément ces 60 premiers jours, ou je sais pas, étaient bien reçus par les Français. Et pourquoi il ne s'est rien passé? Donc il n'y a rien qui a pu les heurter. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand il ne se passe rien, on reste dans l'attente en quelque sorte. Je pense que le dur va arriver avec la loi travail. Et là, croyez-moi, un certain nombre de Français vont pouvoir juger, jauger de la politique ultralibérale, la vulgate ultralibérale qu'Emmanuel Macron veut mettre en œuvre. Ça ne fait pas 60 jours, ça fait moins de... Oui, ça fait 60 jours qu'il est élu, mais beaucoup moins qu'il a une majorité législative pour gouverner. Bref, dans le discours dont vous avez parlé hier, il y a quand même une chose précise. Il aurait pu faire quand même un certain nombre de choses avant cela. Une chose précise, c'est ses propositions en matière institutionnelle, particulièrement la réduction du nombre de parlementaires. On l'écoute, on en parlera après. Un Parlement moins nombreux, c'est un Parlement qui travaille mieux. Je proposerai une réduction d'un tiers du nombre des membres des 3 assemblées constitutionnelles. La représentativité reste toutefois un combat inachevé dans notre pays. Je proposerai ainsi que le Parlement soit élu avec une dose de proportionnelle. Alors, moins de parlementaires et de la proportionnelle. Vous avez réussi à trouver le seul point précis d'1h35 de discours. Bravo. Et je suis heureuse de la baisse. Parce qu'il n'a pas dit la dose de proportionnelle. Et je suis heureuse, il l'avait dit pendant la campagne. La baisse des parlementaires. Alors, la baisse des parlementaires, je ne peux que me réjouir. Bien sûr, c'était dans mon projet de campagne, dans mon projet présidentiel. Par conséquent, oui, je pense que les parlementaires sont trop nombreux. Donc, un tiers, c'est une bonne mesure. Donc, oui, un tiers, c'est une bonne mesure. Ça correspond d'ailleurs à peu près à l'étiage auquel nous avions réfléchi, sur lequel nous nous étions engagés. La dose de proportionnelle. Bon. Nonobstant le fait que ça fait à peu près 30 ans qu'on entend parler de dose de proportionnelle, c'est-à-dire depuis qu'on a arrêté de mettre en œuvre la proportionnelle, depuis 88, on entend parler d'une dose de proportionnelle. Quelle dose? Parce que ça change tout. C'est quoi la dose qui vous conviendrait? Mais la dose qui me conviendrait, c'est 100%. 100%. Voilà. Au risque de l'ingouvernabilité. Non, parce que je pense qu'on peut parfaitement assortir cette proportionnelle intégrale d'une prime à la liste arrivée en tête pour justement réduire les inquiétudes en matière de stabilité. Mais il me semble que tous les Français doivent pouvoir aller aux urnes en se disant que leur voix va compter et qu'ils vont avoir des représentants, quel que soit le courant d'idées qu'ils choisissent. C'est ça le véritable pluralisme. Si c'est 10% ou 20%, ça vous paraît
suffisant. Et ça sert à rien, surtout non, mais 10%, excusez-moi, c'est une aumône. C'est une aumône à la démocratie. La démocratie ne peut pas se contenter de miettes, ni d'aumônes. Si c'est 10%, alors évidemment, ceci n'a rien à voir avec une exigence de pluralisme. C'est une mesure parfaitement démagogique qui n'aura évidemment aucune conséquence sur le véritable pluralisme nécessaire au sein de l'Assemblée. Moi, je voudrais juste vous donner un ou deux chiffres, mais c'est plus pour ceux qui nous écoutent que pour vous-même, car je pense que vous avez dû avoir ces chiffres-là. Le Front National a fait 1,5 million de voix au second tour de l'élection législative. Il a 8 députés. Le MoDem a fait 1,1 million voix. Il en a 42. La France Insoumise a fait 880 000 voix et elle en a 17. Et le PC a fait 217 000 voix. Ils ont 10 députés, c'est-à-dire 3 de plus que nous. Alors que nous avons fait 1,5 million de voix. Donc si on se contente de cela, mais on peut toujours trouver 1000 explications. Il n'y en a qu'une, mais voilà. Bon, non, mais d'accord, excusez-moi, mais le PC ne passe pas d'accord, n'a pas passé d'accord avec la France Insoumise. Donc, votre explication ne vaut pas. Voilà, c'est un système qui est structurellement injuste et qui ne permet pas le juste poids, la juste représentation, encore une fois, du poids politique de telle ou telle famille. Deuxième épisode de cet après-midi, vous écouterez en tant que député Marine Le Pen, Édouard Philippe, Premier ministre, qui va faire son discours de politique générale. Oui. Donc là, on peut imaginer qu'il y aura des annonces. Ah, faut espérer quand même. Voilà. Faut espérer. Alors, je sais qu'il ne voulait pas se marcher sur les plates-bandes. Vous me direz, c'est sûr que le Premier ministre ne pourra pas marcher sur les plates-bandes. C'est réussi de ce point de vue. Ah oui, non, mais pour ça, il lui faudrait des ailes et monter à 3000 pour marcher sur les plates-bandes du président de la République. Donc, on va espérer quand même avoir quelque chose de plus solide que le discours du président. Vous n'avez pas envisagé de boycotter la séquence de Versailles, puisque certains députés, Jean-Luc Mélenchon, les communistes l'ont boycotté. Vous l'avez envisagé, vous? Non. Non, il n'y a absolument aucune raison. Nous avons été, encore une fois, élus pour représenter le peuple. Par conséquent, nous allons dans les instances représentatives. Et il est 8h40 sur France Info. On se retrouve dans une minute. Oula. Muriel Boll saura aujourd'hui si oui ou non elle reste en prison. Témoin clé dans l'affaire du petit Grégory. Elle a été mise en examen pour enlèvement et incarcérée jeudi dernier. Il y a 32 ans, elle avait accusé son beau-frère Bernard Laroche du rapt de l'enfant. Elle s'était ensuite rétractée après avoir subi des violences, témoigne aujourd'hui son cousin dans les colonnes du Parisien. Les lourdes accusations d'un ancien intérimaire contre ArcelorMittal. Ce chauffeur affirme avoir déversé directement dans la nature de l'acide en provenance du site sidérurgique de Florange en Moselle. Des centaines de mètres cubes sur 3 mois. Le tout avec la complicité de salariés d'Arcelor. La direction régionale de l'environnement a ouvert une enquête. Édouard Philippe parle aux députés aujourd'hui. Déclaration de politique générale pour le Premier ministre au lendemain du discours d'Emmanuel Macron devant le Parlement. Après le cap fixé par le chef de l'État, Édouard Philippe doit évoquer la méthode pour l'atteindre selon son entourage. Le Tour de France, la 4e étape va mener le peloton de Mondorf-les-Bains au Luxembourg jusqu'à Vittel. 207 km et le Britannique Geraint Thomas toujours en jaune au départ. Hier, Peter Sagan a signé sa 8e victoire d'étape sur le Tour. France Info. C'est Marine Le Pen qui est avec nous ce matin sur France Info jusqu'à 9h. Question Jean-Michel Apathy. Quel avenir pour le Front National, Marine Le Pen? On s'est dit que d'une certaine manière, pour évoquer ce sujet, nous pouvions écouter les propos de Nicolas Dupont-Aignan. C'était dimanche sur France 3. On l'écoute. Je souhaite dialoguer avec Wauquiez, avec Mariani, avec tous ceux des Républicains qui ne vont pas à la soupe avec M. Macron. Je souhaite dialoguer avec M. Philippot, avec d'autres au Front National. Je souhaite qu'on enlève les défauts du Front National. Je souhaite qu'on redonne une espérance à ces millions de Français qui ne veulent pas de la politique de M. Macron et qui ont vu une opposition s'évanouir. Ça pourrait être le début d'un groupe, ça pourrait... Je souhaite qu'on enlève les défauts du Front National. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire Nicolas Dupont-Aignan, avec qui vous étiez allié entre... Il veut supprimer les défauts de tous les autres, mais pas les siens. Mais pas les siens. Ah, il en a donc. Mais oui, défauts... mais c'est toujours comme ça. On en a tous un peu. Non, les défauts du Front National, c'est quoi les défauts du Front National? J'en sais rien, il faudrait le demander à Nicolas Quand vous entendez ça, ça n'évoque rien chez vous? Non, ça me paraît... Enfin, en tout cas, moi qui parle souvent avec Nicolas Dupont-Aignan, vous le savez. Vous le parlez encore avec lui? Bien sûr, évidemment. Parce qu'il n'a pas l'air là, il ne vous cite même pas là.
Oui, enfin, d'accord, il m'a cité avant dans cette émission. Encore une fois, il ne va pas annoncer qu'il va discuter avec moi, puisqu'il discute déjà avec moi. Nous avons, je vous le rappelle, fait un certain nombre d'événements en commun pendant cette campagne présidentielle, y compris un grand meeting à Paris en commun. Bon, donc nous avons commencé à cheminer ensemble, même si, encore une fois, nous souhaitons chacun, pour l'instant, conserver l'indépendance de nos structures politiques. Je rappelle que je suis arrivé au second tour de l'élection présidentielle. On s'en souvient. Pétri de défauts sûrement, mais au second tour de l'élection présidentielle, et que le Front National est un très grand mouvement politique français qui sont maintenant inscrits dans la vie politique française et auquel nous devons travailler à lui donner un avenir plus brillant encore. Car quel est l'objectif ? L'objectif, c'est évidemment de rassembler potentiellement déjà les 11 millions d'électeurs qui se sont portés sur moi lors de ce second tour de l'élection présidentielle. Et c'est la raison pour laquelle nous allons nous mettre au travail. 17. C'est la raison pour laquelle nous allons nous mettre au travail. Parce mais il faut juste changer un peu. C'est l'organisation du Front National qu'il faut changer ? Ou est-ce qu'il faut changer d'autres choses ? Non, je crois qu'il y a beaucoup de choses à changer. Dans le contenu, les propositions, l'idéologie. Il y a beaucoup de choses à changer. Mais ce que nous devons faire d'abord, c'est nous tourner vers nos adhérents. Voilà. Et moi, ce que je souhaite, c'est que les groupes de travail qui actuellement planchent sur l'analyse de l'élection présidentielle et des élections législatives, nous permettent lors d'un séminaire d'évoquer les pistes de réflexion que nous allons soumettre à nos adhérents. C'est pas nous, entre nous, au bureau politique du Front National, qui allons décider de trancher telle ou telle question. Nous allons réfléchir aux questions que nous allons poser lors d'une grande consultation. On ne voit pas les questions pour l'instant. Mais et pourquoi on ne voit pas les interrogations, on ne voit pas les doutes, on ne voit rien en fait, pour vous dire la vérité. Monsieur Apathy, un peu de méthode. Voilà, c'est pas une AG universitaire d'un mouvement d'extrême gauche. C'est pas mal, hein, d'accord. Il y a un peu de méthode. Donc il y a un peu de méthode. Nous avons constitué des groupes de travail, des rapporteurs qui vont venir lors d'un séminaire exprimer le résultat de ce travail. Séminaire en septembre. Et c'est ce séminaire qui va rédiger le questionnaire que nous allons adresser probablement dans le courant du mois de septembre à nos adhérents et qui sera la base de la refondation du Front National qui sera entérinée lors du congrès qui aura lieu au mois de mars. Vous voyez, tout ça est très organisé et très précis et c'est ainsi que ça va se passer. Mais vous savez un petit peu ce qui remonte de la base quand même, ce que disent les militants. J'imagine que vous en avez déjà une idée ou pas du tout ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Bien sûr qu'on en a, on a un certain nombre d'idées et vous l'avez d'ailleurs évoqué, notamment, encore une fois, le caractère anxiogène de cette sortie de l'euro qui a été mal comprise, mal présentée par la presse, il faut bien le dire, caricaturée. Caricaturée. Je n'avais pas pensé à ça, tiens. Oui, ça ne m'étonne pas. Vous vous mettez peu en cause, monsieur Apathy. Vous devriez de temps en temps. Oui, bien sûr. Donc, il faut réfléchir à ça. C'est un obstacle auquel nous devons réfléchir et auquel nos adhérents doivent répondre. Madame Le Pen, ça va jusqu'au nom du parti ? Ça va jusqu'au nom du parti. Oui, je crois qu'il faut vraiment tout remettre sur la table si on veut repartir avec une grande force puissante, capable d'attirer à lui aussi des gens nouveaux et de constituer, pourquoi pas, des alliances du même type que celle qui a eu lieu lors de l'élection présidentielle avec Nicolas Dupont-Aignan. Je ne veux pas courir après une chimère parce qu'on vous a posé 100 000 fois la question, mais quand je vous entends là, je ne comprends pas. Vous dites ça va jusqu'au nom du parti. On se pose la question ou à votre avis, il faut changer le nom? Mais ce sont nos adhérents qui vont décider, de revenir à un processus démocratique. Et vous avez une opinion, il faut changer de nom. Est-ce que la marque Front National est usée? Moi, je pense que oui. Voilà, moi je pense que oui. Je ne le pensais pas, encore une fois, il y a encore 5 ans. J'ai toujours considéré que ça n'était pas un sujet tabou. Oui, parce qu'un nom n'est pas un contenu, mais je pense qu'aujourd'hui, oui. La marque est usée. Usée. Elle ne permet pas de réunir au-delà d'elle-même. Voilà, c'est ça. Et moi, je pense que nous devons aujourd'hui réunir au-delà du simple Front National. Et pour cela, parce qu'il y aura une réalité nouvelle, il faut, je crois, que cette réalité nouvelle est un nom nouveau. Gilles. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec Florian Philippot, votre vice-président? Y a-t-il des divergences entre vous? Est-ce que vous êtes en froid? Non, pas particulièrement en froid. Pourquoi serions-nous en froid? Nous travaillons ensemble.
encore une fois, je lis des choses qui n'ont pas d'existence, mais ça arrive souvent dans les journaux, qui sont toujours à la recherche de froid, de divergence. Au Front National, il y a un certain nombre de dirigeants qui sont encore une fois au travail, et c'est une bonne chose. Même si nous sommes à l'issue d'une séquence qui a été fatigante, eh bien nous continuons à travailler en plein cœur de l'été et nous allons continuer à le faire pour qu'en septembre, encore une fois, nos adhérents puissent s'exprimer clairement sur l'avenir du Front National. Vous êtes devant nous ce matin, Marine Le Pen, avec quelque chose de nouveau pour vous. Vous êtes mise en examen dans l'affaire des assistants parlementaires. Comment le vivez-vous ? Vous savez, je suis avocat, je sais très bien qu'une mise en examen n'est pas une déclaration de culpabilité, même si je reste la seule à le savoir, parce que nous sommes aujourd'hui dans une gestion médiatique de ce type d'affaires qui fait fi, il faut bien le dire, de la présomption d'innocence. Voilà. Donc, je suis mise en examen. Je m'expliquerai lorsqu'un certain nombre de problématiques juridiques seront vidées devant les magistrats, et je leur expliquerai et je leur démontrerai que je n'ai absolument rien commis d'illégal. Vous avez annoncé un recours. Oui, bien sûr. Dans la chambre d'accusation, c'est ça ? Oui, bien sûr, il est déposé. Vous avez refusé de répondre aux questions des enquêteurs. La chambre d'instruction, oui, parce que je crois que nous touchons là au fondement même de la démocratie, qui est la violation de la séparation des pouvoirs. Et il me semble que dans cette affaire, comme dans une autre d'ailleurs, dont la chambre d'instruction a été saisie, il faut poser ce problème, pas de droit annexe, de droit essentiel au fonctionnement de notre démocratie. Un parlementaire est intouchable. Mais non, pourquoi vous dites ça ? Un parlementaire n'est absolument pas intouchable. Je le déduis de vos propos. Et d'ailleurs, monsieur Apathy, l'immunité parlementaire ne rend pas le parlementaire intouchable, contrairement à ce que je lis dans la presse, qui manifestement parle de choses bien souvent qu'elle ne connaît pas. L'immunité parlementaire, c'est l'exigence d'une procédure particulière. Voilà, exactement, et je l'avais répondu à monsieur Poutou, comme un salarié protégé. Il n'est pas protégé de tout, il n'a pas une immunité totale. Il y a une procédure particulière en ce qui le concerne. De la même manière, il y a une procédure particulière pour les députés parce qu'ils sont les représentants du peuple français et qu'à ce titre, ils peuvent, surtout lorsqu'ils sont dans l'opposition, être victimes d'actes de la part de l'exécutif ou de la part du judiciaire qui viserait à entraver le mandat qui est le leur. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, semble en difficulté dans l'affaire de la préparation du déplacement d'Emmanuel Macron en 2016 à Las Vegas. Information judiciaire ouverte. Est-ce qu'elle doit, à votre avis, démissionner ? Mais moi, je suis contre cette technique qui consiste à faire démissionner des ministres au motif que la presse a donné un document, etc. Je veux dire, il y a une chose très simple. C'est un problème de confiance. Voilà. Le Premier ministre a ou non confiance dans ses ministres. Il en assume la responsabilité. S'il se trompe et qu'il se trouve qu'il a conservé un ministre qui, effectivement, a commis des actes répréhensibles, c'est lui qui, politiquement, doit en assumer la responsabilité. Voilà. Mais cette automaticité m'apparaît même dangereuse. Attendez, si parce qu'après tout, c'est le gouvernement des juges. Ça veut donc dire qu'un juge décide de mettre un ministre en examen et ce ministre saute comme un bouchon de champagne. Bon, eh bien, c'est le gouvernement des juges. C'est donc les juges à qui on va donner la possibilité de construire un gouvernement. Eh bien, moi, je trouve ça dangereux. Voilà. Je pense que j'ai du respect pour les juges, mais je veux qu'ils restent à leur place. Parce que cette séparation des pouvoirs, encore une fois, si elle n'existe plus, alors la démocratie n'existe plus. Il est 8h51, Marie Roarch pour l'essentiel. C'est le premier grand rendez-vous pour Édouard Philippe. Le Premier ministre prononce cet après-midi devant les députés son discours de politique générale. Un discours de la méthode, selon Matignon, pour mettre en œuvre le cap fixé par Emmanuel Macron hier devant le Parlement. Cette déclaration sera suivie d'un vote de confiance des députés. Muriel Boll va-t-elle rester en détention provisoire ? Réponse dans la matinée après la décision de la chambre d'instruction de Dijon. Témoin au cœur de l'affaire du petit Grégory, elle est mise en examen pour enlèvement suivi de mort. En 1984, ses aveux avaient conduit à l'arrestation de son beau-frère, Bernard Laroche. Elle s'était ensuite rétractée. En Syrie, les forces soutenues par les États-Unis poursuivent leur avancée. Elles tentent de reprendre Raqqa, fief du groupe État islamique. Elles ont réalisé une percée majeure. Elles sont entrées dans la partie fortifiée de la ville, selon l'armée américaine. Le Tour de France traverse la Lorraine aujourd'hui. Départ de Mont-d'Or
Altdorf-les-Bains, la ville des frères Schleck au Luxembourg. Direction Vittel dans les Vosges. Une nouvelle étape pour les sprinteurs. Hier, c'est le Slovaque Peter Sagan qui s'est imposé à Longwy. Geraint Thomas est toujours en jaune. France Info. Marine Le Pen est avec nous jusqu'à 9h ce matin sur France Info. Question Gilles Bornstein. Le décès de Simone Veil vendredi a suscité une immense émotion nationale. Et est-ce que vous comprenez cette émotion? Votre communiqué a été jugé parfois un petit peu alambiqué. Ah bon? Un peu froid. Non, je ne trouve pas. Je pense que c'était un communiqué respectueux qui rappelait le rôle qu'a joué cette femme. Donc je vous rappelle qu'elle n'a pas eu besoin de bénéficier des lois sur la parité pour être un personnage important de la vie politique française. Simone Veil au Panthéon, une bonne idée. Écoutez, je ne sais pas, est-ce que sa famille est d'accord? Sa famille, plutôt non. Si vous voulez, mais il y a un débat parallèle. Ça ne peut pas se faire sans l'accord de la famille. Vous avez raison. Je pense mais il y a un débat politique. Est-ce qu'elle le mérite ou pas? Je pense qu'il faut surtout un certain temps. Si vous voulez, le simple fait le lendemain d'un décès de réclamer la panthéonisation me paraît un peu rapide. Il faut un peu de temps. Enfin, encore une fois, elle a été une figure importante. Elle a été une des premières femmes véritablement à avoir un rôle central dans la vie politique française. On va prendre le problème autrement. Avant votre entrée réelle en politique, peut-être que c'était avant, le Front National a toujours été très violent avec Simone Veil. Tout le temps, pour ce qu'elle représentait et pour ce qu'elle était. Est-ce que cela, aujourd'hui, vous l'assumez d'une certaine manière, ou est-ce que vous pensez que, à l'époque, ça concerne les générations qui vous ont précédé, votre père, à l'époque, peut-être, le jugement porté par le Front National sur Simone Veil n'était pas juste? Non, mais je pense que, honnêtement, venir juger aujourd'hui de ce qui s'est passé dans les années 70, où ce débat sur l'IVG, ce débat sur l'IVG a été un débat qui a déchiré la société française, il faut quand même le dire. Alors évidemment, nous jugeons, 40 ans plus tard, avec des yeux totalement différents, cette période-là. Elle était une adversaire politique du Front National, et donc, effectivement, les débats étaient vifs. Ils étaient d'ailleurs, à l'époque, beaucoup plus vifs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ça permet d'ailleurs de le rappeler, en l'occurrence. C'est en souvenir de ce passé qu'on a trouvé que le communiqué était un peu froid. Voilà. Mais oui, le communiqué, on l'a là, on peut éventuellement le... Oui, enfin, honnêtement, Mais là, ça, c'est pas le communiqué. Bon, bah, écoutez, voilà. Nous apprenons ce matin le décès de Madame Simone Veil, une femme qui aura incontestablement marqué de son empreinte la vie politique française. Je présente à sa famille et à ses proches mes condoléances les plus sincères. J'ai aussi une pensée pour sa famille politique avec qui Simone Veil a défendu ses convictions avec constance. Je salue enfin le combat pour la mémoire qui fut celui de toute sa vie. Ben, je crois que c'est... un communiqué qui me paraît irréprochable. Ah, bien sûr, je sais que aujourd'hui, on est dans une période et dans un temps où, si vous ne multipliez pas les superlatifs, alors vous êtes accusé de froideur. Eh bien, moi, j'entends rester ce que je suis et ne pas multiplier en toutes circonstances les superlatifs. Disons que par son histoire, Simone Veil a suscité vendredi les superlatifs. Mais vous, Marine Le Pen, tout le monde suscite les superlatifs. Non, je suis désolé, mais dans notre monde, aujourd'hui, dans le fonctionnement de notre vie politique, c'est une succession de superlatifs. Revenons-en donc à un peu plus de mesures, parce que du coup, les mots portent plus, à mon avis. Mais juste pour clore là-dessus, puisque vous êtes de cette génération-là, c'est aussi la mienne d'ailleurs. Est-ce que vous dites merci Simone Veil, en gros? La génération que vous êtes. Mais vous savez, Simone Veil, elle a défendu l'IVG pour des raisons en réalité sociales et médicales au départ. Hein. Pas du tout. C'est là où on voit qu'on transforme quand même la pensée de Simone Veil. C'était la manière de faire passer on la transforme. Ça n'était pas du féminisme. Elle ne voyait pas l'IVG comme un droit ou une revendication des femmes. Elle avait juste fait le constat que je partage, qu'il y avait des femmes qui mourraient. Voilà, et elle ne voulait plus qu'il y ait des femmes qui meurent de cela, mais elle n'a jamais minimisé l'acte, elle ne l'a jamais banalisé. Et en cela, je pense que sa pensée, que moi je partage la pensée qui était la sienne au moment où elle a présenté ce texte. Et merci Simone Veil. Oui, non, je sais pas, non. Vous ne diriez pas ça? Non, mais d'accord, c'est pas merci Simone Veil. Merci aussi celui qui, après tout, on pourrait dire au nom de qui elle l'a présenté.
car il y a jusqu'à... non, mais à la limite... Et Jacques Chirac qui était Premier ministre. Et Jacques Chirac, et voilà. Et on va faire la longue liste. Voilà, c'était une évolution de la société. Cette évolution de la société serait arrivée de toute façon. D'un mot. Mais elle a eu, encore une fois, le courage de porter ça dans des conditions sûrement, à l'époque, pas faciles. D'un mot, Donald Trump le 14 juillet à Paris, bonne ou mauvaise idée, à l'invitation du président. Et pourquoi pas? Entre les États-Unis et la France, il y a quand même une longue histoire, qui n'est pas dans un seul sens d'ailleurs. Hein. On rappelle souvent que les États-Unis ont fait beaucoup pour nous, on a fait pas mal pour eux. N'oublions pas aussi. Lafayette. Hein, voilà, on a fait pas mal pour eux aussi. Ah oui. Il faut quand même le rappeler. Merci Lafayette. Pourquoi pas? Voilà. Mais ce que je ne comprends pas dans le comportement, encore une fois, d'Emmanuel Macron, c'est la succession de symboles qui sont des symboles contradictoires. Alors on aimerait voir sa pensée clarifiée. En même temps, vous répondrez-il. C'est ça, c'est l'en-même-temps-sisme, en quelque sorte, qui est devenu une règle de conduite. Merci Marine Le Pen d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous, on se retrouve demain.